Dans cet exercice d'induction de Neumann, on considère deux circuits électriques couplés par inductance mutuelle. On néglige la résistance électrique de chacun des circuits, ce qui bien sûr n'est pas très réaliste, et on se place dans le cas où les coefficients d'auto-inductance sont égaux, ainsi que les valeurs des capacités. Soit Q1, Q2 les charges des condensateurs, établir un système d'équations différentielles en Q1 de T, Q2 de T. On posera K, donc un coefficient qui caractérise le couplage entre les circuits sans dimension, M sur L, et oméga 0, la pulsation propre, 1 sur racine de LC. Donc dans cette première question, on va mettre en évidence l'existence de modes propres du montage. Et puis si K est très petit devant 1, c'est-à-dire le couplage est très faible, on va montrer que les tensions sont sinusoïdales de pulsation oméga 0, modulées en amplitude à une pulsation à déterminer. Et donc on va mettre en évidence un phénomène de battement, c'est-à-dire d'échange d'énergie entre les deux systèmes au travers de l'inductance mutuelle. Allez, donc là on va faire un exercice avec un cas de Neumann, donc toujours dans l'induction. Donc ce sont des oscillations couplées par inductance mutuelle. Donc on aura deux circuits qui vont être donc couplés. Donc deux bobines, alors là elles sont dessinées comme ça côte à côte, mais elles sont plus vraisemblablement l'une en face de l'autre, pour que les lignes de champ créées par la première soient récupérées par la deuxième. Donc je vais appeler C1 ici cette capacité, L1 cette auto-inductance, L2, C2, et donc elles sont couplées par ce qu'on appelle un coefficient d'inductance mutuelle. Alors on va voir qu'il y a une analogie entre cet exercice et la recherche de modes propres, où on avait deux masses qui étaient reliées par un ressort, elles-mêmes étaient reliées à des ressorts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des modes symétriques, antisymétriques. On va voir qu'il y a pratiquement la même chose ici. On a des oscillations couplées. Donc on est dans un cas de Neumann. Alors on va appliquer, donc on va d'abord, le but ça va être de déterminer la charge des condensateurs. À t égale 0, on va supposer que Q1 vaut grand Q, le condensateur numéro 1 est chargé, et que Q2 vaut 0. Vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de résistance dans le circuit, donc ça on se doute que ce n'est pas très réaliste. Il ne va pas y avoir de dissipation, bon c'est comme ça. Alors je vais appeler Q1 la charge de l'armature du haut, et puis je vais orienter le courant I1 comme ça. Alors déjà, première difficulté, c'est ne pas se planter sur les conventions d'orientation. I1 part de l'armature qui porte Q1, donc déjà on a I1 qui vaut moins Q1 point. Hein, méfiez-vous du signe. Ça dépend. Est-ce que le courant arrive sur la charge, sur l'armature qui porte la charge Q1, ou est-ce qu'il en part? Et ici, donc il arrive. Donc déjà il y a cette première difficulté. Bon, donc on va appliquer la loi des mailles. Donc U1, ça va aussi être la tension aux bornes de la bobine. On va prendre les mêmes conventions d'orientation que ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire que normalement la FEM induite, on doit l'orienter dans le même sens que le courant qu'on a choisi pour être cohérent avec nos conventions d'orientation. Ça veut dire que U1, si je faisais un schéma électrique équivalent du circuit, hein, j'aurais donc la tension aux bandes du condensateur et la force électromotrice que je vais orienter dans le même sens que I1, E1. Et donc E1, ça va être moins dφ 1 sur dt. Alors là, dφ 1, vu qu'on nous donne des coefficients d'auto-inductance, il faut tenir compte à la fois du flux propre, donc le flux du circuit dans lui-même. Vous savez que le courant, c'est ça hein, le phénomène d'auto-inductance et les bobines, c'est que le courant dans la bobine crée un champ magnétique qui crée lui-même son propre flux dans le circuit. C'est ce qu'on appelle le flux propre, L1 I1. Et puis il y a aussi donc un flux créé par le circuit 2 dans le circuit 1. Donc ça, c'est le terme de couplage. Et donc, on a U1 qui vaut moins E1, et donc qui vaut plus D sur dt de L1I1 plus MI2. Donc tout ça pour dire que donc on aura Q1 sur C, c'est-à-dire U1, est égal à L DI1 sur dt plus M DI2 sur dt. Alors pour vérifier que vous n'êtes pas planté dans les conventions d'orientation, vous avez une petite
petite règle simple, c'est que si la bobine, si le couplage n'était pas là, vous devez retrouver les conventions habituelles qu'on vous a introduites en début de première année. Regardez un petit peu. Vous avez U1, c'est cette tension-là. Si vous repérez la bobine en convention récepteur, vous voyez qu'en convention récepteur, là les deux flèches sont en sens contraire, la tension au bande d'une bobine c'est plus L dI1 sur dt. Donc là si vous trouvez un moins, ben, c'est que visiblement, vous voyez, vous manquez de bon sens, c'est que vous vous êtes planté dans les conventions d'orientation. Donc ça c'est, voilà donc la loi des mailles pour la première bobine et puis pour le circuit primaire si on peut dire, et puis là, donc ça va être exactement la même chose. Vous avez la même loi, donc Q2 sur C, je prends les mêmes conventions d'orientation, égale L dI2 sur dt plus M dI1 sur dt. Donc ça c'est l'équation 1 et ça c'est l'équation 2. Mais on va les réécrire avec comme variable les charges. Donc on aura I2 qui vaut aussi moins Q2 points. Donc ça c'est moi qui ai choisi. J'ai choisi hein, l'orientation l'orientation des courants. Donc ça nous donne L Q1 point. Je vais faire passer ça de l'autre côté du signe égal. Hein. Donc dI1 sur dt c'est Q1 point. Donc plus Q1 sur C plus M Q2 point égale 0. Et puis donc L Q2 point plus Q2 sur C plus M, elles sont symétriques, Q1 point égale 0. On va introduire des notations. On va poser oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Donc ça, c'est la pulsation propre d'un circuit LC. Oui, j'ai oublié de dire qu'on suppose que toutes les bobines sont... Alors, je leur ai mis des numéros, hein, mais c'est pour qu'on sache si on est au circuit primaire ou au circuit secondaire. Mais en fait, elles ont toutes la même valeur. L1 égale L2 égale L. Et puis C1 égale C2 égale C. Et puis, on va poser K, un facteur sans dimension, qui va caractériser le couplage entre les circuits. Vous voyez, ça va être le coefficient d'inductance mutuelle qui est homogène à une auto-inductance en Henry, hein, divisé par l'inductance. Alors c'est pour réécrire de façon conviviale ces équations. Ouais, convivial. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, Q1 point plus oméga 0 carré Q1 plus K Q2 égale 0 et Q2 point plus oméga 0 carré Q2 plus K Q1 égale 0. Alors pour découpler ce système d'équations, attention, ne faites pas passer Q2 de l'autre côté pour intégrer directement parce que Q2 c'est une fonction inconnue qui dépend du temps. C'est avec la technique la plus... Oui Paul? Oui, j'ai oublié les... Merci de les reporter. Alors, on additionne les deux équations et on les soustrait pour faire apparaître la somme et la différence. Donc, on va poser S est égal à Q1 plus Q2. Ça, c'est la technique pratiquement la seule que vous ayez à utiliser spontanément si on ne vous dit pas comment découpler le système. Donc, si vous additionnez les deux, on aura... Bon, je vais tout de suite l'écrire avec S. Donc, S facteur de 1 plus K plus oméga 0 carré S égale 0 et D facteur de 1 moins K, quand vous faites la soustraction, plus oméga 0 carré D, donc la différence, égale 0. Et donc là, on voit qu'il y a deux pulsations propres. Ce sont en fait les modes propres de ce circuit qui apparaissent. On va poser oméga 1 carré égale oméga 0 carré sur 1 plus K. On a un oscillateur harmonique. Alors, on a un oscillateur harmonique non pas pour Q1 et Q2, mais pour S et D. Donc, on va résoudre en S et D. Et à la fin, on reviendra à Q1, Q2. Donc, on a S plus oméga 1 carré, S point plus oméga 1 carré S égale 0. Et puis D point plus oméga 2 carré D égale 0. Donc S de t est égal à A cosinus oméga 1t plus B sinus oméga 1t et D égale à A'
cosinus oméga 1t plus b' oméga 2 plus b' sinus oméga 2 t. Bon, pour trouver les constantes d'intégration, on pourrait repasser tout de suite à Q1, Q2, parce qu'on voit que Q1, c'est la demi-somme S plus D, Q2, c'est la demi-différence, mais le mieux, en fait, c'est d'appliquer les conditions initiales sur S et D, ça c'est plus rapide, directement. Donc à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? On avait donc S qui vaudra grand Q, puisque c'est Q1 plus Q2 et que Q1 valait Q et Q2 valaient 0. Grand D, c'est aussi grand Q. Et les dérivés sont nuls, puisqu'il n'y avait pas de courant dans le circuit. Alors, je rappelle la propriété de continuité de la tension aux bornes d'un condensateur. C'est pour ça que Q1 et Q2 sont continus, donc que S et D sont continus. Je rappelle la propriété de continuité du courant dans les bobines. Et comme il y a dans le même circuit des bobines, c'est grâce à ça aussi que cette fois-ci, ce sont les courants qui sont continus. Donc ça, c'est pour les dérivés. Donc, quand vous allez appliquer ça, vous voyez que S, ça va faire Q cosinus oméga 1t. Et quand vous faites la dérivée, voilà, B va être nul. Et puis D est égal à Q cosinus oméga 2t. Alors, on est prêt maintenant à remonter à Q1 et Q2. Donc, petit Q1, ça va être S plus D sur 2. Donc, Q sur 2, facteur de cosinus oméga 1t plus cosinus oméga 2t. Je vais tout de suite le transformer en produit. Donc, cos P plus cos Q, 2 cos P plus Q sur 2. Parce qu'on va voir qu'il y a un phénomène de battement qui apparaît si le couplage est faible. Donc ça, c'est intéressant. Donc cosinus de oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois t. Et Q2, donc ça va faire S moins D sur 2, donc Q sur 2, cosinus oméga 1t moins cosinus oméga 2t. Et donc ça va faire, alors cos P moins cos Q, ça fait que des sinus, donc deux sines de la différence, demi-différence, et sinus de la demi-somme. Voilà. Alors si on imagine que K est très petit devant 1, on peut faire un petit développement limité. Bon, ça c'est cerise sur le gâteau. De oméga 1 et de oméga 2. Donc oméga 1, c'est oméga 0 fois 1 plus k à la puissance moins 1 demi, en prenant la racine de la relation là-haut. Donc ça fait environ oméga 0 facteur de 1 moins 1 demi de k. Et puis oméga 2, ça fait oméga 0 facteur de 1 plus k à la puissance 1 moins k à la puissance moins 1 demi. Et donc, ça fait environ oméga 0 facteur de 1 plus 1 demi de k. Donc, du coup, quand vous faites ici Q1, ça va faire grand Q cosinus de oméga 0 k sur 2 fois t, cosinus de oméga 0 t. Et ça va faire grand Q, sinus de oméga 0 k sur 2 fois t, cosinus de oméga 0 t. Et donc là, on a un phénomène de battement. Alors regardez, on pourrait faire un petit graphe. Quelles sont les équations des enveloppes? Comme d'habitude, vous avez un truc qui oscille rapidement fois un truc qui oscille lentement. Donc quand lui varie entre moins 1 et 1, lui, il n'a rien vu du tout. Et donc on va avoir des enveloppes qui vont être plus ou moins ce cosinus-là. Donc, voilà. Et à l'intérieur, vous allez avoir la période T0, donc des battements. Et puis l'autre, là c'est un sinus, pardon. Alors l'autre, il va être un peu en quadrature, c'est-à-dire que l'enveloppe, c'est un sinus, donc elle passe par 0. Et donc ça va faire un truc comme ça.
Voilà. Donc on a un phénomène de battement, donc de couplage, exactement comme on pouvait avoir un couplage au travers d'un ressort qui relie deux masses ou un fil de torsion avec deux pendules, vous savez, reliés par un fil de torsion. Il y a vraiment des analogies. Et les deux pulsations propres, des modes propres du circuit, c'est oméga 1 et oméga 2. Et on voit que Q1, Q2 se décomposent dans la base des modes propres, c'est-à-dire qu'ils sont somme de ces deux fonctions sinusoïdales à oméga 1, oméga 2.